Bonsoir à tous. Alors, je me présente, je suis Christine Maxian, infirmière tabacologue. J'ai exercé durant une trentaine d'années en tant qu'infirmière dans les hôpitaux, dans les soins généraux, en cath lab également, donc en coronarographie, rythmologie. Et depuis 6 ans, me suis formée tabacologue, donc en faisant une formation, donc un DU de tabacologie et de sevrage tabagique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de la façon de se préparer à son sevrage, sachant que sur l'application dans Je me libère du tabac, vous avez plutôt des informations générales par rapport au tabagisme. Donc voilà, fumer, c'était peut-être un plaisir, une habitude, un anti-stress, une béquille, une amie, une sensation de liberté. L'arrêt du tabac est une contrainte pour vous ou est-ce bien un choix personnel? Vous vous apprêtez à découvrir ou redécouvrir la liberté sans tabac pour préserver votre santé et votre qualité de vie. Vous avez peut-être déjà essayé d'arrêter de fumer sans y parvenir durablement. Ce n'était pas des échecs, mais plutôt des succès différés, parce que vous allez vous servir de toutes ces expériences pour mieux réussir votre sevrage. Vous vous sentez coupable d'un manque de volonté? Donc je vous rassure, c'est plutôt que vous êtes victime d'une dépendance. Préparez-vous, ce ne sera pas un sprint, mais une course de fond. Nous allons parler de pourquoi je fume, essayer de comprendre pourquoi je veux arrêter, identifier les freins et les idées reçues, évaluer ma dépendance, quelles aides pour arrêter, mon plan d'action. Sachant que toutes ces informations contenues dans cette présentation ne se substituent pas aux conseils de votre médecin et n'hésitez pas à lui en faire part de vos interrogations. Alors, pourquoi je fume? Peut-être pour le plaisir. En 7 secondes, la nicotine arrive à travers la fumée dans votre cerveau et va réveiller des récepteurs à la nicotine qui vont sécréter de la dopamine, une hormone de plaisir, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et vous allez avoir besoin de renouveler la cigarette pour revenir à ce plaisir. Donc cette nicotine, finalement, elle est responsable de la dépendance physique au tabac. À l'arrêt du tabac, vous redécouvrirez d'autres plaisirs, par exemple retrouver le goût, l'odorat, respirer à plein poumon, une sensation de liberté. Ou alors, c'est pour vous détendre, la nicotine augmente la fréquence cardiaque pourtant et la pression artérielle. Donc, c'est vraiment plutôt une amplification de l'état de stress qu'elle procure et elle entretient le stress par le manque de nicotine. Finalement, cette cigarette, elle va résoudre le problème qu'elle a elle-même créé. Après quelques semaines d'arrêt, un sentiment d'apaisement, sans sensation de manque et de frustration vont apparaître. Alors, c'est peut-être par habitude, c'est automatique. Certaines situations peuvent déclencher l'envie de fumer par réflexe conditionné, par exemple quand on passe un coup de fil, quand on est en voiture, quand on boit un café ou de l'alcool, ou être avec des amis qui fument, ça peut donner envie de fumer. Après un repas aussi. Donc, il va falloir instaurer de nouvelles stratégies pour modifier l'ordre des choses, l'ordre de ces routines. C'est convivial, la cigarette paraît indispensable pour sociabiliser. Et pourtant, ceux qui ne fument pas peuvent aussi sociabiliser. Il faut peut-être utiliser de l'humour ou alors lancer un sujet de discussion. Peut-être par peur de grossir, la nicotine, elle va couper l'appétit, elle diminue l'appétit. Elle augmente aussi les dépenses énergétiques et ralentit le stockage des graisses dans le corps. Le manque de nicotine augmente l'appétit et provoque des fringales. Donc on va avoir besoin de manger. Et il faut savoir aussi que 20 cigarettes fumées correspond à 200 calories dépensées, ce qui correspond à un sprint de 30 minutes par jour. Donc à l'arrêt du tabac, il va falloir compenser cette dépense énergétique en reprenant une activité physique adaptée et en mangeant équilibré pour diminuer cette sensation de manque et limiter les grignotages. Pourquoi je veux arrêter? Quels seraient les bénéfices finalement d'arrêter? Peut-être améliorer mon état de santé général, la qualité de ma vie, avoir une meilleure haleine, retrouver le goût, l'odorat, avoir un meilleur souffle, ne plus tousser et diminuer tous les risques cardiovasculaires, respiratoires et de cancer. Aussi peut-être pour avoir un teint plus lumineux, limiter les rides, ne plus avoir les dents jaunes, les doigts jaunes, avoir un meilleur état bucco-dentaire,
au niveau des gencives, des risques de caries, de déchaussement, avoir plus d'énergie également, faire des économies parce que c'est quand même un gros budget que l'on dépense et que l'on pourrait consacrer à d'autres choses comme les loisirs, peut-être manger un peu plus de viande, peut-être pouvoir mieux s'habiller, préserver mon entourage du tabagisme passif, montrer le bon exemple à mes enfants et petits-enfants. Et parfois, c'est parce que les enfants et les petits-enfants font une remarque que la personne se met à arrêter de fumer. Retrouver ma liberté, ne plus être dépendant, ne plus sortir dans le froid ou courir au tabac, faire plaisir à mon entourage, parce que je me sens coupable finalement, assainir mon environnement, enlever toutes ces odeurs de tabac froid sur les vêtements, les rideaux, améliorer ma libido, améliorer la fertilité, surtout dans un désir de grossesse, pour une meilleure condition pour l'accouchement et pour avoir un meilleur poids du bébé, pour éviter le bas poids du bébé. Et puis au niveau écologique, pour préserver ma planète, on sait qu'un mégot à terre pollue 500 litres d'eau. Et puis la culture du tabac, elle entraîne une déforestation massive, utilise des pesticides et une consommation d'eau excessive. Ce sont aussi des enfants qui travaillent pour la culture du tabac. Donc ces enfants sont déscolarisés et ont des problèmes de santé. Donc on peut lutter contre tout ça. Identifier les freins et les idées reçues. Par exemple, on peut se dire qu'on n'est pas prêt pour arrêter maintenant, mais avec de l'aide et du soutien, c'est plus facile et plus confortable. Je fume des cigarettes légères, c'est moins grave. Il faut savoir que toute cigarette allumée a sa nocivité. Toutes les substances toxiques sont toujours présentes et les produits de combustion du tabac, comme le goudron et le monoxyde de carbone, le CO, sont toujours présents et nocifs. Et en plus, le fumeur tire beaucoup plus fort pour avoir sa dose de nicotine. J'ai peur d'être nerveux, irritable. Alors la nervosité, l'anxiété, l'humeur triste, ce sont des signes de manque de nicotine. Ce sont les substituts nicotiniques qui vont permettre de compenser ce manque et ne pas avoir ces symptômes de manque. Ça fait tellement longtemps que je fume, ça ne sert plus à rien d'arrêter maintenant. On peut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Les bénéfices à tout âge, notamment sur le risque de maladie, sont parfois immédiats et à plus ou moins long terme. Je n'ai pas assez de volonté, je n'y arriverai jamais. Donc il ne faut pas confondre dépendance physique à la nicotine et manque de volonté, comme on en a parlé tout à l'heure. Je fais déjà du sport, donc cela nettoie mes poumons et réduit les effets nocifs du tabac. Il faut savoir qu'à tabagisme identique, les sportifs font autant de cancers du poumon que les non-sportifs. Et lorsque l'on a fait un effort physique, on a besoin d'oxygène pour récupérer. Et lorsque l'on fume, on a du monoxyde de carbone qui circule dans le sang et qui va asphyxier les organes et moins bien les oxygéner. Donc il est spécifiquement déconseillé de fumer 2 heures avant, pendant et 2 heures après une activité physique pour ne pas majorer les risques. Évaluer ma dépendance. Le fumeur est exposé à 3 dépendances. La dépendance physique, la dépendance à la nicotine dont le manque crée le besoin de fumer et provoque des symptômes de manque. La dépendance psychologique, la cigarette est utilisée comme un moyen de se faire plaisir, de gérer son stress, se stimuler, se concentrer. Finalement, cette cigarette, elle va gérer vos émotions. Ensuite, il y a la dépendance comportementale. Ce sont des habitudes installées pour vous fumer en société, en soirée, après un repas, au téléphone. Finalement, cette cigarette gère des situations et on peut avoir 1, 2 ou 3 dépendances. Alors cette dépendance physique, elle peut être dépistée de 2 façons. Donc avec un CO-testeur qui va donner un aperçu de la consommation de tabac sur les heures précédant la dernière cigarette. Et en soufflant dans ce CO-testeur, on va avoir un taux de monoxyde de carbone en particules par million. Au-delà de 6, donc c'est le taux qu'on retrouve chez un fumeur, sachant qu'un non-fumeur peut avoir entre 3 et 5 en fonction de la pollution, et un fumeur d'un paquet ou un peu plus peut avoir au-delà de 35 particules par million. Ce
qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une femme enceinte qui fume, elle va multiplier par 2 le taux d'hémoglobine, de carboxyhémoglobine. Le fœtus aura donc 2 fois plus de monoxyde de carbone dans le sang. Alors, elle peut être aussi dépistée grâce au test de Fagerström. Donc, si vous avez un papier, vous allez pouvoir répondre à 6 questions et en additionnant les points qui correspondent aux réponses. Donc, combien de temps après le réveil fumez-vous votre première cigarette? On rajoute 3 points si c'est dans les 5 premières minutes, 2 points si c'est entre 6 et 30 minutes, 1 point entre 31 et 60 minutes et 0 après 60 minutes. La deuxième question, combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour? 0 si c'est 10 ou moins, vous rajoutez 1 si c'est entre 11 et 20, plus 2 si c'est entre 21 et 30, et plus 3 au-delà de 31. Troisième question, à quelle cigarette renonceriez-vous le plus difficilement? La première ou une autre? Si c'est la première, vous rajoutez 1 point. On va passer aux 3 autres questions. La quatrième, trouvez-vous difficile de vous abstenir de fumer dans les endroits où c'est interdit? 1 point pour oui et 0 pour non. Fumez-vous à des intervalles plus rapprochés durant les premières heures de la matinée que le reste de la journée? On rajoute 1 point si c'est oui. Fumez-vous lorsque vous êtes malade au point d'être cloué au lit? Donc on rajoute 1 point si c'est oui et 0 si c'est non. Et on va déterminer le total. Donc on va voir les résultats. Entre 0 et 2, il n'y a pas de dépendance physique. 5 et 6, la dépendance physique est moyenne. Et entre 7 et 10, la dépendance est forte ou très forte. Et on va préconiser la substitution nicotinique par patch à partir de 3-4, toujours en complétant avec des formes orales dont on parlera tout à l'heure. Donc, quelles aident justement pour arrêter de fumer? Donc, les méthodes validées scientifiquement sont les thérapies cognitives et comportementales qu'on appelle les TCC. C'est une prise en charge psychologique pour modifier son comportement. Donc, un tabacologue peut vous aider. Si c'est trop compliqué, on pourra se diriger vers une psychologue qui pratique les TCC. L'entretien motivationnel pour susciter ou renforcer la motivation à changer son comportement et les traitements nicotiniques de substitution pour réduire les symptômes de manque et la dépendance physique. Ils peuvent être prescrits et utilisés entre 3 et 6 mois. Et voilà, on verra comment ça se passe. Sachant que une cigarette correspond à 1 ou 2 mg de nicotine quand c'est des cigarettes manufacturées, donc qui sont vendues en paquet. Par contre, lorsqu'on les roule ou qu'on les tube, elles valent 2 fois plus, parce qu'elles ont 2 fois plus de nicotine et également 2 fois plus de monoxyde de carbone. Donc elles sont plus toxiques. Il sera important de compter si c'est aussi des cigares, des cigarillos, ça va valoir un peu plus, donc 4 à 5. Et si c'est un joint de cannabis, par exemple, dans lequel on met du tabac, eh ben, ça va compter dans la mesure de la posologie de ce traitement. En haut à gauche, vous avez la boîte de patch. En haut à droite, une boîte de pastilles à sucer. En bas à droite, des gommes à mâcher. Au centre, l'inhaleur et le spray buccal en bas à gauche. On va parler des patchs pour l'instant. Ils se mettent le matin de préférence, à la première heure, puisqu'en fait, dans les premières heures, il va diffuser entre une demi-heure à 1 heure. Puis, il va délivrer une grande quantité de nicotine et petit à petit, au fil du temps, va s'estomper, puisqu'après, au moment de la nuit, on n'a pas besoin d'autant de nicotine. Et à la même heure, le lendemain, il faudra le changer en changeant de côté et de zone si possible. Donc on peut le mettre sur le bras, l'épaule, le ventre, la cuisse, les fesses. Donc il est dosé soit sur 24 heures, soit sur 16 heures et il va délivrer durant ce temps. Il est dosé à partir de 7 mg jusqu'à 25 mg selon les besoins en nicotine et on peut mettre plusieurs patchs pour avoir la dose nécessaire. Si une allergie se présente, c'est une rougeur qui peut durer au-delà de 24 heures. Dans ce cas, ce n'est pas une allergie à la nicotine, c'est une allergie à la colle. On peut changer de marque de patch
et appliquer de la pommade également avant ou après la pose du patch. Pour les formes orales, donc on avait vu qu'il y avait des gommes à mâcher, des pastilles à sucer, l'inhaleur et le spray. Pour toutes les formes orales, la pénétration de la nicotine va se faire par la muqueuse buccale, c'est-à-dire que c'est contre la joue qu'il va falloir laisser la pastille, la gomme ou la pulvérisation pour que la nicotine pénètre. Une gomme, ce n'est pas un chewing-gum qu'on mâche en continu. On le mastique tout d'abord pour faire venir le goût de nicotine. Dès que ce goût prononcé arrive, on laisse agir contre la joue. Dès que le goût disparaît, on remastique à nouveau et on laisse fondre de l'autre côté, alternativement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de goût, et ça peut durer une trentaine de minutes. Pour la pastille, ce n'est pas un bonbon qu'on laisse fondre contre la langue, parce que sinon ça dégoûte et ça ne va pas agir. On ne croque pas, on n'avale pas, sinon l'estomac ne va pas aimer, ça va faire de l'aérophagie, ça va brûler. C'est vraiment contre la joue que la nicotine va pénétrer. Il existe aussi des pastilles sublinguales, donc on laisse fondre cette fois-ci sous la langue. Il existe aussi l'inhaleur qui contient des cartouches de 10 mg de nicotine. On ne dépasse pas 12 cartouches par jour, mais je vous dirais qu'en totalité, c'est 12 gommes ou 12 pastilles par jour, avec les cartouches aussi. Donc, tout confondu, c'est bien 12 par jour. Donc, on peut varier les plaisirs et utiliser des gommes, des pastilles, l'inhaleur si besoin. Et vous avez également le spray qui, lui, va délivrer 1 mg de nicotine. Donc, on ne pulvérise pas plus de 2 pulvérisations par prise et pas plus de 4 par heure, donc maximum 64 par jour. Évidemment, il faut tenir compte de ce qu'on a utilisé précédemment. Donc, ce n'est pas quelque chose comme un aérosol qu'on va respirer. C'est vraiment important de pulvériser contre la joue. Si ça arrive sur la langue, on met la langue contre la joue pour que ça agisse. Et on ne respire pas. On laisse bien la bouche fermée pendant un certain temps. Tout peut être prescrit par les professionnels habilités, c'est-à-dire en dehors des médecins. Il peut s'agir des sages-femmes, des chirurgiens dentistes, des infirmiers et des kinés qui vous suivent. Et ça, c'est possible depuis la loi de 2016 de modernisation de notre système de santé. Et s'ils sont prescrits, ils sont pris en charge à 65% par l'assurance maladie et le reste par la complémentaire santé. Mais ils sont également en vente libre en pharmacie, mais ils ne seront pas remboursés dans ce cas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ceux dont je vous ai cités sont remboursés, sauf l'inhaleur. Alors, la cigarette électronique ou vape ou vapoteuse, c'est une aide au sevrage tabagique, si le fumeur le souhaite, en usage exclusif. Donc, je disais que c'était transitoire pour une réduction de risque. Souvent parce que la personne a du mal à se passer du geste, donc ça peut l'accompagner vers l'arrêt du tabac. Mais par contre, on manque encore de recul sur ses effets à long terme pour la santé. Donc, il faudra choisir des produits aux normes de sécurité européenne, CE, certifiés par les normes AFNOR pour les e-liquides. Et elles s'achètent dans les boutiques de vape qui sont des boutiques qui permettent l'arrêt du tabac et non en tabac, puisqu'en fait, ce sont plutôt des produits pour maintenir dans le tabagisme. Et il existe aussi plusieurs dosages de e-liquide, donc c'est important de connaître leur dosage pour pouvoir adapter le sevrage. On peut l'utiliser donc en complément également des substituts nicotiniques. Donc il est conseillé de ne pas fumer avec à long terme. On ne vapote pas et on ne fume pas en même temps en usage quotidien. Mais pendant le sevrage, on peut se permettre d'avoir fumé un petit peu, le temps de rééquilibrer les choses, de trouver la bonne dose de substitution. Les autres méthodes alternatives, donc ça peut être l'hypnose, l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'aromathérapie. Ces méthodes-là ne sont pas validées, mais elles peuvent être complémentaires si le fumeur le souhaite. Les symptômes de manque de nicotine, donc c'est assez fréquent. Le premier, c'est le craving, l'envie irrépressible de fumer. La nervosité, l'irritabilité, la frustration, la colère, les fringales, le sommeil perturbé, la concentration, une impression de souffrance profonde. Et c'est en fait la première cause de reprise de la cigarette. Donc il faut vraiment ajuster la posologie de la substitution nicotinique pour les atténuer. Les symptômes de surdosage de nicotine, donc ils sont sans gravité, c'est un petit peu comme si on avait trop fumé. On peut avoir des maux de tête, nausées, palpitations, la bouche pâteuse. Et dans ce cas, on enlève le patch ou alors on réduit la dose du patch la prochaine fois
et l'effort moral. Et puis c'est peut-être aussi parce que on a trop fumé avec un patch. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez envie de fumer et que vous avez un patch, il ne faut surtout pas enlever le patch. Le patch est là pour protéger, pour délivrer de la nicotine. Et si vous fumez, ben, ça veut indiquer que soit c'était du comportemental et vous avez rallumé une cigarette, mais en la fumant, vous vous êtes aperçu que le goût était vraiment dégoûtant. Et ben, ça vous indique que le patch était suffisamment dosé. Par contre, si vous fumez une, deux, trois, plusieurs cigarettes avec le patch, et ben, ça va nous indiquer que le patch n'est pas suffisamment dosé. Donc, on augmentera la dose de un dosage supérieur par patch selon la gamme, donc soit 7 mg, soit 10 mg. Mon plan d'action, alors on fait un journal de fumeur, on analyse comme ça les situations, les circonstances pendant laquelle on est amené à fumer. Donc ça peut être en semaine, au travail, en week-end, à la maison, en congé. Donc on va faire un petit tableau avec les heures, les situations, l'humeur, l'envie de fumer avec une graduation de 1 à 5 et ce que je me dis, mes pensées. Par exemple, à 7 heures du matin, avec mon café, je me sens fatiguée et j'ai une très forte envie de fumer à 5 sur 5 et je me dis ça va me réveiller. À 10 heures, j'ai fini un long travail, je me sens lassée, une grosse envie de fumer et je mérite une récompense, donc je fume. On identifie aussi des ressources et des soutiens qui vont nous aider pendant le sevrage. Donc s'entourer des bonnes personnes en cas de besoin, par exemple des amis ou des membres de la famille, des collègues qui cherchent à arrêter ou qui ont déjà arrêté de fumer, pourquoi pas le faire à plusieurs, c'est plus motivant. Des professionnels de santé, donc également le tabacologue, des groupes de soutien, des applications d'aide à l'arrêt, des livres et apprendre à gérer ses envies. Donc en cas d'envie soudaine, on peut attendre quelques minutes et ça passe. Une envie, ça dure 3-4 minutes. Il suffit de ne pas céder et elle passe. On peut boire un grand verre d'eau, prendre une forme orale de nicotine, pastilles, gomme, inhaleur, le spray, changer de pièce, s'occuper l'esprit, les mains, la bouche, s'occuper physiquement, se mettre à une autre tâche, peut-être faire quelques petits mouvements, ça peut être des squats, des pompes contre un mur et l'envie passe, aller se brosser les dents, s'occuper à autre chose. Et si j'ai craqué sur une cigarette, on déculpabilise parce qu'on a la motivation d'arrêter de fumer. En période de sevrage, c'est courant. On analyse la situation qui a déclenché cette envie. Est-ce que c'était de l'anxiété? Est-ce que c'était la situation? Ou est-ce que c'était un manque de nicotine? Est-ce que la cigarette était agréable? Est-ce qu'elle avait plutôt provoqué du dégoût? Et dans ce cas, on va anticiper les situations à risque de craquage. Et c'est en anticipation, c'est en devançant donc toutes ces situations qu'on pourra mieux les appréhender. Donc toujours dans le plan d'action, on reprend le journal du fumeur qu'on avait préparé et on va réfléchir à des phrases alternatives ou des activités alternatives. On prépare également son environnement, son alimentation et son bien-être. On va en parler par la suite. Donc, par exemple, la situation, l'émotion, la pensée automatique. Et là, on va mettre en place des pensées alternatives, un comportement modifié et l'émotion qui va avec. Par exemple, vous êtes dans la voiture, vous êtes inquiet, anxieux. La pensée automatique, c'est « je la mérite, la journée a été longue, je vais en fumer une avant de rentrer ». Et en pensée alternative, vous vous dites finalement tout s'est bien passé à l'hôpital, tous mes problèmes ont une solution, je vais prendre une pastille de nicotine. Et finalement, vous vous sentez plus calme et vous prenez votre pastille de nicotine après avoir pris la pastille de nicotine. Alors, on analyse aussi les situations déclenchantes. Donc, est-ce que c'était au réveil, en voiture, en transport, après le repas? Est-ce que c'était pendant une pause, en rentrant du travail, à la maison, en soirée, le week-end? Et les activités alternatives, on peut mettre en place des nouvelles habitudes, aller se promener, marcher, courir, nager, peut-être chanter, s'occuper davantage pour un ouvrage, le bricolage, faire un tricot, du dessin, une origami, des mandalas, de peinture, coloriage, parce qu'on gagne du temps quand on arrête de fumer finalement. Et puis peut-être se préparer des phrases slogans qui vont vous motiver. Donc, par exemple, vous avez les
faudra créer les vôtres. Donc, nicotine, tu n'es pas ma copine. Je pense à ma santé, j'arrête de fumer. J'économise pour mon prochain voyage. C'est pour renforcer sa motivation. Et puis, on peut en tirer des bénéfices, des économies. Et puis, peut-être que les remarques de son entourage vont vous encourager et ça sera beaucoup plus agréable. Je prépare mon environnement, donc on élimine la panoplie du fumeur, tout ce qui traîne, les cendriers, les briquets, pour ne pas y penser. On va peut-être avoir l'occasion d'assainir son environnement, faire un petit peu du nettoyage, laver les rideaux, les têtes coussins, aérer la maison. Peut-être faudra-t-il déplacer les meubles, s'organiser pour votre nouvelle vie d'ex-fumeur. Parce que quand vous vous asseyerez sur ce fauteuil, peut-être que vous fumiez, que peut-être qu'il faudra changer un petit peu la disposition pour ne plus repenser à vos anciennes habitudes. Et puis on prévient aussi son entourage pour établir de nouvelles consignes. Donc on interdit que les gens fument à l'intérieur, on leur demande de fumer à l'extérieur ou de ne pas fumer. Et puis de nous décourager si on avait toutefois envie de fumer, qu'on leur demande une cigarette par exemple. Alors, on prépare aussi son alimentation parce qu'il va falloir un petit peu changer ses habitudes alimentaires. On a dit tout à l'heure que la nicotine coupait l'appétit. Et quand on arrête de fumer, on aura de la nicotine, mais quand même, on va retrouver le goût, l'odorat et on aura un petit peu plus d'appétit. Et on va prévoir des collations saines, éviter tout ce qui est sucré, les sucres rapides, modérer vos apports en graisse, prévoir des fruits qui sont sources de fibres et de vitamine C, ainsi que les légumes qui sont riches en fibres également. Et il faudrait penser aussi aux légumineuses qui augmentent la satiété. Ça peut être des lentilles, des pois chiches, des flageolets, tout un tas d'autres. Et bien penser à s'hydrater régulièrement avec de l'eau, en limitant sa consommation d'alcool et de café. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fumeur qui boit du café, la nicotine agit sur la caféine en limitant son effet, un peu stimulant. Donc c'est pour ça que les fumeurs peuvent boire plus de café qu'un non-fumeur. Et en général, ils réduisent leur consommation à l'arrêt du tabac. On prépare aussi son bien-être, on y pense. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me détendre? Donc peut-être se relaxer, se valoriser avec des objectifs atteignables, pratiquer la cohérence cardiaque durant 5 minutes. Donc on pourra en parler si vous ne savez pas, mais on peut avoir des exercices sur l'application NoteTracker. Donc c'est un exercice respiratoire qui consiste à réguler sa respiration. Donc en ayant une inspiration de 5 secondes et une expiration égale, 5 secondes, on respire par le nez, on souffle par la bouche et on le pratique durant 5 minutes, si possible 3 fois par jour pour rééquilibrer plein de facteurs, le rythme cardiaque, le stress, le sommeil, l'immunité, tout un tas de bienfaits en pratiquant cette cohérence cardiaque. Et ça agira également sur la cigarette qui gérait les émotions. La méditation également, écouter un podcast, de la musique, faire du yoga, de la sophrologie, chanter, et puis penser aux soins de bien-être, se faire une manicure ou pédicure, un massage, un soin des mains, du visage, aller chez le coiffeur, le barbier, faire des sorties culturelles, du shopping, des loisirs, aller au cinéma, une exposition, un musée, par exemple. Alors, avec les économies réalisées, il faut penser à se récompenser, parce que personne ne va le faire à votre place. Si on considère qu'un paquet de cigarettes vaut environ 13 €, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'offrir avec un paquet de cigarettes? Ça peut être une place de cinéma, de musée, avec 2 paquets de cigarettes, une sortie culturelle, 3 paquets de cigarettes, peut-être une place de concert, et au lieu de 4 paquets, peut-être un billet de train. Et pour un billet d'avion, ça équivaut à quelle consommation de tabac pour vous? 1 mois, 2 mois? Avec nos claquères, prendre soin de mon cœur devient chouette. L'arrêt du tabac, est-ce qu'il vaut mieux que ça soit brutal? Est-ce qu'il vaut mieux que ça soit progressif? Parce que c'est vrai qu'on entend parfois des gens qui arrêtent du jour au lendemain sans forcément être accompagnés. D'autres pour lesquels c'est beaucoup plus laborieux. Est-ce qu'il y a une méthode à privilégier? Est-ce qu'il faut arrêter du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut diminuer progressivement la dose? C'est très personnel. Donc, avec les conseils adaptés d'un tabacologue, on va être accompagné, bien substitué. Et c'est la personne qui va choisir la façon qui lui convient mieux à elle. Il n'y a pas de règle établie. Il y a des personnes qui peuvent arrêter du jour au lendemain parce qu'elles n'ont pas de dépendance physique
et qu'elles vont servir d'exemple à ceux qui sont en dépendance physique, qui vont peut-être être démotivés parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ces personnes-là vont peut-être prendre du poids parce qu'elles n'auront pas eu de substitution nicotinique et comme elles auront les fringales, elles vont manger pour compenser le manque et finalement prendre du poids. Elles vont y arriver, mais bon, ça sera comme ça. Et puis, avec la substitution nicotinique, eh bien, il va falloir adapter la dose de nicotine dont la personne a besoin. Parce qu'en fait, on peut se dire qu'en fumant 20 cigarettes par jour, on a besoin d'un patch de 21 mg. Cependant, selon comment la personne tire sur sa cigarette, ou si elle la laisse se consumer dans le cendrier, elle ne va pas avoir besoin d'autant de nicotine. Donc, si on n'a pas trouvé la dose du premier coup, la personne aura envie de fumer, donc elle ne va pas arrêter. Et puis, elle va peut-être se mettre la pression, se décourager et arrêter de fumer. Il y a des personnes qui ont aussi une dépendance psychologique et se séparer de cette relation qui dure depuis 30 ans, 40 ans ou même que 15 ans, ça va être difficile. Et je leur dis que c'est une relation toxique qu'il va falloir quitter. Et c'est un travail de deuil, finalement, de se séparer de cette habitude et d'en instaurer des nouvelles. Donc, souvent, j'ai remarqué que pour les personnes qui avaient une dépendance psychologique, c'était toujours un petit peu plus long. Et on peut toujours trouver la bonne dose de nicotine qui correspond pour la dépendance physique. Pour la comportementale, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est un petit peu comme quand on s'habitue à un nouvel environnement de travail ou un nouveau véhicule, une nouvelle machine à laver avec ses nouvelles fonctions, les nouveaux boutons. Ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois à s'habituer. Donc voilà pourquoi c'est pas facile de se fixer. Alors il y en a qui sont déterminés, qui veulent arrêter tel jour parce que c'est un jour anniversaire et que ça sera ce jour. Donc elles tiennent le coup. Et puis pour qui, si on conseillait cette méthode-là à des personnes qui sont beaucoup plus dépendantes de façon comportementale ou psychologique, ça va pas être la méthode adaptée. Donc c'est vraiment au choix de chacun. Merci beaucoup, Christine. Et une deuxième question que je m'étais notée également, donc c'est dans le cadre de l'infarctus, on est dans un contexte assez particulier de prévention secondaire avec certains patients qui ont eu une expérience un peu traumatisante et qui se disent justement finalement j'ai fumé pendant 40 ans, j'ai déjà fait un infarctus, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose d'arrêter de fumer ou pas? Et est-ce que je vais vraiment ressentir des bénéfices au niveau du cœur? Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. C'est peut-être l'occasion de se dire que c'est vraiment important de fumer, puisque le cœur en a souffert. Il faut le protéger à partir de maintenant, comme tous les autres organes. Et il n'est jamais trop tard, donc c'est vraiment le bon moment. Et on a toujours des bénéfices à arrêter de fumer, ne serait-ce que pour sa qualité de vie. Et quand on arrête de fumer, même après une longue période de tabagisme, c'est toujours bénéfique pour sa santé. Alors, quand on est un ex-fumeur, on reste un ex-fumeur, on ne devient pas non-fumeur. Donc, il faut savoir aussi que ces récepteurs à la nicotine se sont mis en veille avec le sevrage. Et à tout moment, quand on reprend une cigarette, ça réactive ces récepteurs. Moi, j'appelle ça l'usine à charbon qui redémarre et ça va appeler d'autres cigarettes. Donc, c'est bien de maintenir son arrêt du tabac. En arrêtant de fumer, on évite d'avoir cette combustion incomplète qui génère toutes ces substances toxiques, ce monoxyde de carbone qui va empêcher d'avoir un sang oxygéné et le cœur a besoin de sang oxygéné. Donc, c'est vraiment une bonne raison d'arrêter de fumer. Lorsqu'on a envie d'arrêter de fumer, donc, il faut le faire. Le professionnel de santé doit vraiment poser la question au patient s'il a été fumeur, s'il a envie d'arrêter de fumer, si c'est un ex-fumeur qui risque aussi de récidiver, parce que ça fait partie du processus, hein, on arrête et on reprend jusqu'à arrêter complètement. Donc on s'adresse à un professionnel de santé, le médecin généraliste peut prescrire la substitution, mais c'est vrai que pour être accompagné, et tous les autres professionnels que j'ai cités, les infirmières, les kinés qui vous suivent, les sages-femmes qui suivent la femme enceinte et leur entourage, les spécialistes, le généraliste, peuvent prescrire. Et on peut se faire accompagner en appelant Tabac Info Service, en appelant au 39 89,
On peut bénéficier d'un accompagnement d'un tabacologue à distance qui va simplement donner des conseils. Ce n'est pas une consultation avec une prescription de substitution. Ils vont préconiser une substitution nicotinique et si on veut être remboursé, il faudra voir un professionnel de santé. Ils peuvent aussi également donner des adresses ou aller sur le site aussi, on peut retrouver les tabacologues près de chez vous pour avoir une prise en charge en face à face. Après, il existe l'application Tabac Info Service qui peut encourager en complément, je pense, pour l'arrêt du tabac. Et puis, il y a d'autres applications également d'aide à l'arrêt du tabac qui peuvent aider. Mais il ne faut pas se décourager. Si on n'y arrive pas, il faut appeler un professionnel pour lever tous ces freins, tous ces doutes dont on a parlé pour réussir son sevrage.